Salut, bienvenue sur ma chaîne Fragora, moi c'est Julien. Je suis un passionné d'histoire et de sciences politiques que j'ai enseigné à Sciences Po, Assas et Dauphine. En soirée ou à des déj, il faut surtout pas me lancer sur des questions d'histoire politique ou de stratégie militaire parce que je n'ai plus aucune limite en temps après. J'imagine que si vous avez atterri sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse aussi, ou vous avez peut-être un cours à préparer, ou il est peut-être 2 h du matin et vous avez atterri sur cette vidéo après avoir zoné et enchaîné des vidéos absurdes sans aucune logique. Je ne juge pas, et dans tous les cas, bienvenue quand même. Bref, sans surprise pour vous maintenant, car vous n'auriez pas vu le titre en cliquant, la série de vidéos qui va suivre porte sur l'histoire des régimes politiques français de 1788 à 1958, grosso modo de la Révolution jusqu'à la fin de la 4ème République. La série va faire à peu près une vingtaine d'épisodes qui vont se suivre dans l'ordre chronologique et je sortirai un peu plus tard une deuxième série qui portera uniquement sur l'histoire politique de la 5ème République, celle dans laquelle on vit actuellement. Et en parallèle, je sortirai régulièrement des petites vidéos hors série pour faire des petits focus et approfondir certains points un peu techniques. Un petit mot avant sur pourquoi cette série de vidéos. Alors, j'ai eu l'idée de faire cette série en préparant un cours d'histoire institutionnelle à Sciences Po. J'étais pas très satisfait de l'angle général que prenait le cours, qui était vraiment très orienté sur du droit constitutionnel. Et je trouvais que ça manquait de réalisme, ça manquait de concret, c'était assez indigeste. Et en fait, on se focalisait beaucoup sur le fonctionnement théorique des institutions, autour de textes qu'on étudiait avec toute la jurisprudence qui va derrière. Mais en fait, on n'avait pas vraiment d'explication sur le contexte, sur l'époque, sur pourquoi on avait fait comme ça et pas autrement. Bref, on se focalisait vraiment beaucoup sur le fonctionnement théorique des institutions et pas suffisamment sur leur fonctionnement pratique et puis surtout sur l'histoire de la mise en place de ces institutions. Voilà, c'est un petit côté science politique ça. Du coup, j'ai fait ce qui me semblait être le plus intéressant et j'ai combiné un petit peu toutes les approches. L'histoire des régimes politiques qui va suivre, ce sera donc un mélange à la fois d'histoire, les femmes, les hommes, les événements, de droit, d'études sociologiques et sociales et, c'est important, d'analyse et de commentaires politiques. On ne peut pas comprendre l'histoire politique française si on ne prend pas ces 4 clés. Du coup, pour les monomaniaques des matières, ce ne sera pas un cours de droit constitutionnel, ce ne sera pas un cours de sociologie, mais je vous invite quand même à regarder parce que vous pourriez peut-être apprendre des choses. Concrètement, ce que je vous propose, c'est l'histoire des institutions à travers les femmes et les hommes qui les ont pensées et construites grâce à des textes en droit pour essayer de s'adapter ou de lutter contre les évolutions de la société et de voir comment ces institutions ont fonctionné et ont été utilisées par le jeu politique censé animer tout ça. Ça nous fait bien 4 grilles de lecture. Et du coup, il va falloir rentrer dans l'histoire et dans la vie des différents partis politiques, de leurs dirigeants, de comprendre comment est-ce qu'ils pensaient, comment est-ce qu'ils réfléchissaient, comment est-ce qu'ils manœuvraient, comment est-ce qu'ils ont su exploiter les failles ou les astuces des constitutions, pourquoi et comment est-ce qu'ils ont très régulièrement modifié les lois électorales, toujours pour leur profit bien sûr, même si ça n'a pas toujours bien fonctionné. Et puis il y aura également ce petit côté de l'histoire que j'adore, les petites phrases, les petites anecdotes, les moments drôles, ou tout simplement des moments ironiques, et comme ça vous pourrez comprendre pourquoi on dit ironie de l'histoire. Et histoire que ce soit un petit peu didactique et pas un vieux cours magistral soporifique, ce sera illustré à chaque fois avec des images d'archives ou de reconstitution, des tableaux, des schémas synthétiques, des infographies, comme ça ou comme ça. Parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous expliquer et pour vous de comprendre si vous avez des images dynamiques sous les yeux quand je parle. Et le tout dans une ambiance de folie avec de la musique. Oui, alors peut-être pas celle-là quand même. Je vous ai présenté l'approche et la méthode que j'ai retenue, qui combine plusieurs grilles de lecture. Je voudrais vous dire un petit mot sur à quoi est-ce que ça peut vous servir. Concrètement, pourquoi regarder ma série de vidéos ? C'est vrai, vous pouvez me dire, mais Julien, ça sert à quoi en 2023 de savoir quelles étaient les institutions de la Première République ? De pourquoi est-ce qu'on s'est régulièrement amusé à supprimer le Sénat ? Pourquoi est-ce qu'on a adopté le scrutin uninominal d'arrondissement majoritaire à 2 tours ? On respire, ou la proportionnelle pour les élections législatives. Comment est-ce que le Parlement de la Troisième République est entré dans un conflit ouvert avec la présidence de la République pour la soumettre à son autorité ? Ou encore, pourquoi est-ce que la 4ème République n'a jamais fonctionné ? C'est vrai, aujourd'hui on est en 5ème République, les institutions sont stables, les institutions sont ancrées, à tel point qu'on se dit parfois que en fait on a toujours fonctionné comme ça, alors que non. Par exemple, l'élection du président de la République au suffrage universel, donc par le peuple entier, c'est quelque chose de très nouveau et qui va avoir de grosses conséquences sur la pratique du pouvoir.
Donc, pourquoi? Alors, au-delà de l'envie, qui est toujours le bienvenu, de parfaire sa culture générale, la connaissance des institutions et des régimes politiques, c'est une clé fondamentale pour comprendre le régime contemporain et son enracinement. Aujourd'hui, on se pose des questions existentielles sur la durée des mandats, la proportionnelle, est-ce qu'il ne faut pas réduire les pouvoirs du président de la République, et à quoi ça sert un parti politique, et c'était mieux avant, et blablabla. Et je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, ces questions, ça fait presque 250 ans qu'on se les pose. Il n'y en a quasiment aucune qui est vraiment neuve, et pendant tout ce temps-là, on a pu essayer à peu près toutes les options. Donc en fait, cette histoire, elle va vous permettre de voir comment est-ce qu'à chaque époque, les hommes ont réfléchi à ces questions, il y a bien d'autres d'ailleurs, ce qu'ils ont décidé, les solutions qui ont été mises en place, les résultats que ça a produit, et du coup, pourquoi est-ce qu'on a pu changer ensuite pour rechanger encore après. Faire, défaire, refaire. L'histoire de France, quoi. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça va vous donner une culture institutionnelle et politique exceptionnelle pour pouvoir penser les questions contemporaines qu'on se pose aujourd'hui et vous rendre compte que des propositions soi-disant révolutionnaires qu'on nous sort parfois, elles sont pas forcément si nouvelles que ça. Souvent on a déjà essayé et souvent ça marchait pas. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si l'histoire ne permet pas de prédire l'avenir, elle permet au moins d'éclairer le présent et de voir comment est-ce que des évolutions de la société ont pu provoquer des changements de régime, ou à l'inverse, comment est-ce que des régimes ont réussi à s'adapter à des changements de la société. Et Paul Valéry disait à très juste titre qu'on entre dans l'histoire uniquement à reculons. Alors ça veut dire par là que quand on vit des événements, mécaniquement on ne sait pas où on va puisqu'on ne connaît pas l'avenir. La seule chose qu'on sait, la seule chose qui est sûre, c'est ce qui s'est déjà passé, donc ce qui est derrière nous. D'où cette image en fait qu'on avance dans l'histoire, mais en regardant non pas vers l'avenir, en regardant la seule chose qu'on peut voir, le passé, donc on avance à reculons. Je vous ferai souvent des petites citations comme ça, parce que c'est toujours utile à connaître et à claquer pour briller en société, et je vous ferai des petits appels de phare sur la vidéo à ces moments-là. Mais bref, mon point était de dire que si chaque situation politique est nécessairement spécifique et nécessairement inédite, vous avez des similarités, parfois à des siècles d'intervalle, qui sont vraiment frappantes. Et c'est toujours utile de savoir comment est-ce qu'à l'époque, on a réussi ou pas à surmonter la difficulté. Troisième raison, qui touchera plutôt les passionnés d'histoire, c'est que cette histoire des régimes politiques, elle se coule assez largement dans l'histoire avec un grand H, et qu'elle constitue notre patrimoine historique commun, recoupant assez largement les grandes dates de l'histoire de France et les grands combats sociétaux. Voilà, c'est l'ambition de ces modestes vidéos que d'essayer d'offrir une synthèse de cette histoire politique et constitutionnelle et d'éclairer en un regard près de 2 siècles et demi d'histoire politique de la France contemporaine. On commence ? Rentrons dans le vif du sujet. Je vous ai à présent expliqué le pourquoi du comment. Je vais essayer de vous faire une introduction un petit peu générale pour vous donner le fil conducteur, la toile de fond, si vous voulez, qui constitue l'envers de tout notre décor constitutionnel depuis 1789 jusqu'à au moins 1958. Et il y a une phrase qui résume tout ça à merveille et qui, à mon sens, peut synthétiser plusieurs siècles d'histoire, et je ne peux pas commencer autrement que par cette phrase. Alors, elle est de Lucien Anatole Prévost-Paradol, qui écrivait dans la France Nouvelle en 1868, notez le petit appel de phare, donc 1868 sous le Second Empire donc, qui écrivait « La Révolution française a fondé une société, elle cherche encore son gouvernement ». La Révolution française a fondé une société, elle cherche encore son gouvernement. À méditer. À méditer très sérieusement parce que c'est peut-être l'un des diagnostics les plus puissants et les plus justes pour comprendre toute notre histoire constitutionnelle depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui. Prenez la Ve République, qui était fondée par le général de Gaulle en 1958 et qui est le régime sous lequel on vit aujourd'hui en France.
Alors, cette 5e République, elle va bientôt égaler et dépasser en longévité l'incomparable 3e République, mais pour autant, elle n'a toujours pas mis fin à cette quête incessante et typiquement française du régime politique idéal final. Et regardez, juste si on prend les dernières années, combat de certains partis pour l'instauration d'une 6e République, ou pourquoi pas retour à la 3e République, ou encore théorisation par un candidat à l'élection présidentielle de la nécessité d'un monarque républicain. J'en passe, c'est des meilleurs. La Révolution française a fondé une société, elle cherche encore son gouvernement. Tout est là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant plus de 800 ans, c'est-à-dire plus de 30 générations, la France a vécu sous la monarchie capétienne. Et donc la Révolution va constituer une profonde coupure dans l'histoire des régimes politiques, puisque après la Révolution, la France va connaître 2 empires, 3 monarchies, 5 républiques et d'autres régimes inclassables. Il faut bien se rendre compte, d'un côté 800 ans, un seul régime, et après la Révolution, 250 ans, et la France va connaître 14 constitutions écrites et au moins 15 régimes politiques différents, dont la succession va résulter soit de révolution, soit de défaite militaire. Si je caricature un peu, stabilité, révolution, instabilité. L'histoire politique française, c'est une histoire violente. Fait notable, depuis 1789, tous les changements de texte constitutionnel ont été faits de manière non pacifique et sans respecter les formes prévues par les textes antérieurs. Et ça, c'est une différence majeure par rapport au régime anglais et au régime américain. Alors, on fera souvent la comparaison avec ces 2 régimes parce que c'est très marquant et c'est très instructif. Donc, par exemple, depuis leur création en 1776, les États-Unis, qui sont un régime présidentiel, n'ont connu qu'une seule constitution, même s'il y a eu de nombreux amendements et plutôt majeurs. Et de leur côté, les Anglais, qui sont une monarchie parlementaire, c'est le fruit d'une évolution de plusieurs siècles et ils vivent toujours sans constitution écrite. Évidemment, ça nous laisse rêveurs. Le trait typiquement français qui nous distingue du Royaume-Uni ou des États-Unis, c'est que la France a souvent préféré changer de régime, que ce soit à l'occasion d'une révolution, d'une guerre ou d'un coup d'État, plutôt que de chercher à adapter le régime en place. Voilà, c'est comme ça. Quand ça va pas, en France, on fait tomber le régime, et du coup les tombeurs veulent tout changer, mettre leur empreinte propre, et donc nouveau régime, nouvelle constitution. Mais une fois qu'on a dit ça, si la France a effectivement multiplié les expériences constitutionnelles, dans la pratique, on voit plutôt un enchaînement assez logique où les régimes nouveaux viennent se nourrir des régimes antérieurs sans vraiment faire table rase du passé. Et concrètement, si sur le papier on jette les textes d'avant et on réécrit tout, dans les faits, les textes nouveaux s'inspirent quand même très largement des textes anciens. Et donc, plutôt qu'une juxtaposition de régimes et d'expériences politiques qui seraient complètement indépendantes les unes des autres, ce qu'on observe, c'est une très longue chaîne avec 2 cycles monarchie, république, régime autoritaire, sur près d'1 siècle et demi, avec beaucoup de soubresauts. Chaîne qui s'est finalement arrêtée sur la forme républicaine associée au régime parlementaire. Donc l'instabilité, c'est un mot sur lequel on reviendra beaucoup, est en fait beaucoup plus apparente que réelle. Puisque si les textes changent, généralement les hommes se débrouillent pour rester en place et vous avez un grand nombre d'institutions politiques ou administratives qui vont réussir à survivre à peu près toutes les tempêtes. Je pense par exemple au Conseil d'État, à de grandes administrations centrales ou à des institutions locales comme les préfets. Et donc ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une grande continuité administrative derrière la discontinuité des régimes politiques. Même s'il ne faut pas pour autant minimiser la portée de certains changements de régime. Et donc c'est ça qui explique aujourd'hui la grande puissance de l'administration française. Oui, puisque les régimes passent, mais les fonctionnaires restent. Ça, c'est un grand classique. Alors pour peindre cette vaste fresque, je me suis appuyé sur plusieurs ouvrages de référence que je vous recommande et que je vous invite à lire si vous voulez aller plus loin que ce que je vais vous présenter, aller plus dans le détail. Donc d'abord, vous avez ces 2 ouvrages de référence absolue de Jean-Jacques Chevalier. Donc vous avez d'abord celui-là, L'histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à 1958, et vous avez le 2e volume, celui-là, Histoire de la 5e République de 1958 à 2022. Donc c'est vraiment 2 excellents ouvrages où vous avez notamment un auteur qui est à la fois un juriste, un historien et un politiste. Donc c'est extrêmement intéressant la manière qu'il a de combiner toutes les analyses et il va aller beaucoup plus dans le détail que ce que moi je vais vous présenter.
Le deuxième ouvrage que je peux vous recommander, c'est l'Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours de Marcel Morabito. Alors là, on est sur un ouvrage qui est beaucoup plus du droit constitutionnel, donc on va aller chercher beaucoup plus dans le détail des textes, beaucoup plus d'analyse juridique, donc plus technique, moins historique, mais c'est très bien écrit quand même. Voilà, c'était le petit moment Sciences Po avec la citation des sources et les recommandations personnelles de lecture. À quoi va ressembler cette vaste fresque ? Eh bien, il va falloir plusieurs volets pour brosser ce long portrait chronologique de l'histoire de nos institutions. C'est parti. Le premier volet va d'abord faire un rapide état des structures de l'Ancien Régime. Pour comprendre pourquoi la Révolution a tout changé, il faut d'abord comprendre comment les choses fonctionnaient avant. Le deuxième volet porte sur la Révolution et l'Empire. Donc, il dépeindra d'abord la Révolution proprement dite avec tous ses développements, donc de la Constituante de 1789 jusqu'au coup d'État du 18 Brumaire en 1799, en décrivant son rythme d'abord accéléré, puis ralenti, voire engourdi. Il montrera ensuite comment le Consulat et l'Empire, qui acceptent mais sous bénéfice d'inventaire les principaux résultats de la Révolution, vont poser dans cet esprit les fondations d'un nouvel ordre qu'on appellera le régime moderne. Le troisième volet ensuite s'intitule « Nouvelles expériences ». Les fondations de l'ordre social, issues de la Révolution et de l'Empire, vont se révéler solides, voire indestructibles, mais il n'en est pas du tout de même de la superstructure politique qui les couronne et qui va littéralement s'effondrer avec la chute de Napoléon. C'est donc l'institution parlementaire qui va progressivement et empiriquement s'édifier à la place de l'institution autoritaire et plébiscitaire de l'Empire au cours des 33 années que va durer la monarchie censitaire entre 1815 et 1848. Mais l'institution parlementaire va assez rapidement se perdre dans les sables de l'éphémère Seconde République, qui va elle-même très vite se transformer en un nouvel empire. Et tout va être à recommencer lorsque le Second Empire s'écroule en 1870, alors qu'il n'était lui-même plus très sûr de sa formule. Mais peut-être avait-il fallu de telles expériences pour permettre à un régime français de durer enfin, et ce sera la Troisième République, moment absolument clé de l'histoire française, car c'est là que va se cristalliser le choix du régime républicain, à tel point qu'il faut lui consacrer plusieurs volets. Le quatrième volet va montrer le long et douloureux enracinement de la Troisième République de 1870 à 1914, à travers des péripéties complexes, car il faut savoir qu'à l'époque, rien n'est joué et que le retour à la monarchie n'est pas très loin. C'est un enracinement long et douloureux qui va se faire dans le cadre de l'institution parlementaire sur un modèle anglais qui va être adapté bon gré mal gré aux conditions et au tempérament français, parce qu'il faut savoir que les institutions anglaises ne sont pas faites pour tout le monde. Mais avec la Grande Guerre et surtout avec les problèmes qui vont se poser durant l'entre-deux-guerres, le tempérament français va changer. La Troisième République, à l'épreuve de la guerre et de l'entre-deux-guerres, ce sera l'objet du cinquième volet. L'épreuve est dure, et elle remet sérieusement en question l'adaptation antérieure, mais le régime la surmonte. Victorieux du péril extérieur des empires continentaux, le régime doit pourtant ensuite faire face aux périls intérieurs, non sans usure. Son incapacité de se réformer lui-même lui laisse malgré tout assez de force et d'habileté pour absorber les graves secousses de 1934 et 1936. Pour la suite, personne ne peut dire si le régime aurait pu résister à la double pression d'idéologies plus ou moins totalitaires de signes contraires, servantes conscientes ou inconscientes de puissances étrangères. Toujours est-il que la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, au lieu d'ouvrir simplement une nouvelle phase du régime, amène d'abord à sa mise en sommeil, puis à sa mort politique et juridique, pour finir. En somme, l'épilogue, pendant que sévit l'État français de Vichy. Avec la Libération, place à la République, quatrième du nom. Mais pour peu de temps, un peu comme si l'ère des expériences recommençait à la suite de la défaite provisoire de juin 1940. C'est à cette période que le sixième volet est consacré, cette nouvelle République qui est issue de la rencontre entre un mouvement complexe, la Résistance, et une personnalité politique exceptionnelle, le général de Gaulle. On montrera d'abord comment le régime se donne à grand-peine des institutions toutes neuves après s'être coupé de son fondateur. Ces institutions, elles sont ingénieuses, elles sont séduisantes dans l'abstrait, et elles traduisent même une volonté de démocratie vraie et de dépassement de l'insuffisante Troisième République. Mais les institutions sont visiblement inadaptées au rythme des temps nouveaux, à la dimension et à l'acuité des problèmes que ces temps vont poser. Si bien que les qualités dont le personnel politique de la quatrième va faire preuve ne compenseront pas
l'incapacité d'un régime trop semblable au précédent de se réformer lui-même. Et en face des assauts trop rudes qui l'attendent, il est insuffisamment armé par ses institutions. Et donc de plus en plus désarmé face au drame algérien, il rappellera le général de Gaulle pour liquider ce qu'il faut bien qualifier de faillite sur le plan institutionnel. Et, ironie de l'histoire, c'est son fondateur qui deviendra son fossoyeur. Place à la République, 5e du nom, mais ça, c'est une autre histoire. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, ou à laisser un commentaire pour me dire quelle est la période qui vous intéresse le plus, ou me raconter votre anecdote historique préférée. Et on se retrouve pour le prochain épisode où on abordera l'Ancien Régime face à l'esprit du siècle. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Fragora pour découvrir mes autres séries et être au courant dès que des nouveaux épisodes sortiront. Et moi je vous dis à très vite sur un nouvel épisode de Fragora.